Elle ira bien, mais l'anniversaire de John n'a lieu qu'une fois par an. C'est ce que ma mère a dit il y a 5 ans lorsque je lui ai demandé de rester avec ma fille à l'hôpital. 5 ans plus tard, elle est revenue, me suppliant de prendre soin d'elle, et j'ai dit non. Étais-je trop insensible envers la femme qui m'a donné la vie? Suivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour, je m'appelle Charles. J'ai 35 ans, je suis père célibataire et je vis avec ma petite fille, Riley, à Columbus, Ohio. Si quelqu'un me pose des questions sur ma mère, je reste généralement silencieux. Si je dois dire quelque chose, j'esquive la question. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que j'ai enterré son image au plus profond de moi il y a longtemps. Pour moi, cette femme ne fait plus partie de ma vie, et ne fait pas partie des souvenirs de ma fille. Pourquoi? Parce qu'elle a un jour tourné le dos à sa petite fille au moment où Riley avait le plus besoin d'elle. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était un matin de semaine. Riley, âgée de 4 ans à l'époque, s'est soudainement mise à crier de douleur à l'estomac. Elle est devenue molle dans mes bras, trempée de sueur, les lèvres pâles. J'ai paniqué et je l'ai emmenée en vitesse à l'hôpital, sans me soucier de la montagne de travail qui m'attendait. J'ai appelé pour prendre ma journée de congé, j'ai annulé toutes mes réunions et je suis resté à ses côtés toute la journée. Les médecins ont dit que c'était une intoxication alimentaire grave. Elle devait être hospitalisée, branchée à une perfusion et surveillée pendant au moins quelques jours. J'avais prévu de rester avec elle pour la nuit, mais ensuite la réalité m'a frappé. J'avais une réunion cruciale avec un partenaire arrivant du Royaume-Uni à un marché de plusieurs millions, un contrat qui pouvait complètement changer ma carrière. Près de 10 années de travail seraient réduites à néant si je le ratais. J'ai tout fait, j'ai appelé mon bureau et j'ai essayé de trouver quelqu'un pour me remplacer, mais personne d'autre que moi n'avait l'expertise ou l'autorité nécessaire pour gérer ce marché. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai appelé mes parents. Ils vivaient non loin de l'hôpital et étaient les grands-parents de Riley. Je leur ai tout expliqué clairement. Je n'ai pas demandé grand-chose, juste qu'ils restent avec elle pendant 4 heures, de 18h à 22h. Juste 4 heures, et je serai de retour. Ils ont accepté sans hésitation, sans question, sans résistance. Ma mère a même dit, ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta réunion. On s'occupe de tout ici. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que tout irait bien, du moins, à ce moment-là. Vers 17h, mes parents étaient déjà à l'hôpital. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions, n'ont pas fait de longs discours, ils m'ont juste dit de m'occuper de ce dont j'avais besoin. Vas-y, ne t'inquiète pas, on est là, a dit ma mère doucement, en brossant les cheveux de Riley, comme si tout était parfaitement sous contrôle. Leurs sourires, à ce moment-là, m'ont honnêtement mis en paix. Une partie de moi pensait, oui, peut-être que ça ira. Ce ne sont que 4 heures. La réunion a commencé à 18h30. Mon client était un gentleman britannique bien habillé, âgé, poli et vif en matière de négociation. La conversation s'est déroulée mieux que je ne l'avais prévu. Nous avons parcouru chaque terme, convenu des conditions clés, et finalement, il a hoché la tête. Ce signe de tête a marqué près de 10 années d'efforts acharnés. Je pouvais enfin respirer. Et puis, par habitude, j'ai regardé l'heure, 20h30. Il a immédiatement remarqué ce regard. Son expression s'est adoucie, et d'un léger mouvement de tête, il a demandé, « Il semble que vous ayez besoin d'être ailleurs, n'est-ce pas ?» J'ai hésité, ne sachant pas si je devais dire quelque chose ou continuer, mais ensuite j'ai hoché légèrement la tête. Je suis vraiment désolé. Je comptais vous emmener dîner ensuite pour vous détendre un peu, mais ma fille est à l'hôpital. Il a froncé les sourcils. Je suis désolé? Quoi? J'ai hésité, mais je lui ai dit la vérité. Elle a une intoxication alimentaire. Elle est soignée à l'hôpital. Mes parents sont avec elle pour le moment. Avant même que je puisse finir, il a levé la main pour m'interrompre. Son visage est passé d'un professionnalisme poli à quelque chose de sincère, presque paternel. Alors vous devez y aller tout de suite. Je peux gérer les choses ici. Et ne vous excusez pas. Un père a le droit de mettre son enfant avant tout. J'ai failli sauter de ma chaise. Je ne m'attendais pas à une telle compréhension de la part d'un homme d'affaires chevronné, un étranger. Je lui ai serré la main, je me suis incliné légèrement en signe de gratitude, et je suis parti immédiatement. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule chose dans mon esprit, retourner auprès de ma fille. Je suis retourné à l'hôpital à 21h. Dans mon esprit,
j'imaginais toujours ce qui, selon moi, se passait, ma mère assise à côté de Riley, lui tenant la main, lui caressant doucement ses cheveux doux, et mon père somnolent sur la chaise, feuilletant le journal de temps en temps, la regardant occasionnellement et souriant. Mais lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre de Riley, il n'y avait personne. La pièce était silencieuse, seul le léger bip de la machine de perfusion se faisait entendre. Riley dormait toujours, seul. Je me suis figé un instant. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Une infirmière est entrée. Elle m'a regardé avec un mélange de frustration et d'incrédulité. Votre famille se soucie-t-elle même de cette petite fille? Personne n'a été là avec elle depuis 18 heures. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois mais je n'ai pas pu vous joindre. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé directement dans la poitrine. Mes parents ils étaient partis juste après moi. Et j'avais mis mon téléphone en mode avion pendant la réunion, de peur de toute interruption pendant la signature du contrat. Je leur faisais trop confiance. J'étais trop naïf pour penser qu'ils resteraient avec leur petite fille pendant seulement 4 heures. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Ça a sonné près de 10 fois au pas de réponse. J'ai ensuite essayé mon père, même chose, rien qu'un long silence glacial. Où étaient-ils allés? J'ai regardé Riley. Elle dormait toujours paisiblement, sa petite main enveloppée de bandages à cause de la perfusion, ses joues légèrement rouges. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pris sa petite main, et j'ai senti ma poitrine se serrer de culpabilité et de colère en attendant un appel. J'ai ouvert mon téléphone pour faire défiler les médias sociaux afin de calmer mes nerfs, mais la toute première image m'a arrêté net, une photo de la fête d'anniversaire de John, mon jeune frère. Il était debout dans une pièce pleine de ballons, de gâteaux et d'amis, et là, de chaque côté de lui, se trouvaient mes parents, le serrant dans leurs bras, souriant comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Juste en dessous de la photo, la légende disait « Joyeux anniversaire à moi ». Tellement heureux d'avoir maman et papa ici pour fêter ça. Je l'ai relu encore et encore, comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que mes yeux voyaient. Ils avaient dit qu'ils resteraient avec Riley, mais à la fin, ils l'ont abandonné ou une enfant de 4 ans, malade dans un lit d'hôpital pour aller à une fête d'anniversaire. J'étais stupéfait. La trahison m'a frappé comme une gifle que je n'avais jamais vue venir. La colère a monté en moi, rapide, chaude et aveuglante. Je ne pouvais plus attendre. J'avais besoin de l'entendre de leur part. J'avais besoin de les entendre dire à haute voix que c'était réel. J'ai commencé à appeler encore et encore maman, puis papa auprès de 30 appels d'affilée. Pas de réponse, juste la même sonnerie creuse et sans fin. Il était presque 22 heures lorsque la porte de la chambre s'est ouverte à nouveau. Cette fois, ce étaient mes parents. Ils se sont figés au moment où ils m'ont vu assis près du lit de Riley, surpris, mais seulement pendant une seconde. Ils se sont rapidement repris, essayant de faire comme si de rien n'était. Mon père a parlé le premier, sa voix basse, un peu tremblante. « Oh, tu es de retour. On est juste sorti faire une petite promenade dans le couloir. » Ma mère a ajouté juste après, son ton calme, presque décontracté. « Tout s'est bien passé pour ta réunion? C'est tout fini. » Je les ai regardés un instant, m'accrochant à toute la maîtrise que j'avais encore. « Êtes-vous vraiment sûr de ce que vous venez de dire ?» ai-je demandé. Ils ont légèrement sursauté un éclair, à peine une seconde, mais je l'ai vu. Puis ma mère a forcé un demi-sourire et a élevé le ton. « Quelle sorte de question est-ce? Tu ne nous fais pas confiance? » J'ai ri amèrement. À ce moment-là, j'ai décidé que j'en avais fini avec la comédie. Il était temps de dire la vérité ou toute la vérité. J'ai commencé par ce que l'infirmière m'a dit, ma voix montant. Elle a dit que vous étiez tous les deux partis à 18 heures. Vous avez laissé Riley seul ici pendant des heures. Mon père avait l'air mal à l'aise. Ma mère a réagi instantanément. Elle doit nous avoir confondus avec quelqu'un d'autre. On était là tout le temps. Cette fois, j'ai éclaté de rire, un rire froid et sec que je ne savais pas que j'avais en moi. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Maman, tu as encore un peu de glaçage coincé dans les cheveux. Et comme ça, sans réfléchir, elle a rapidement levé la main, se brossant les cheveux, essayant de l'essuyer. Ce seul geste m'a tout dit. Je sais, ai-je dit, ma voix baissant. Je sais tout. Si vous ne pouviez pas aider, vous n'auriez pas dû dire oui. De quoi parles-tu, a lancé ma mère. Ne sois pas irrespectueux. On a essayé de t'aider. Aider? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la photo de la fête,
et je les montrai. Ceci, c'est ce à quoi ressemble l'aide. Ils ont regardé l'écran, leur visage se vidant de couleur. Cette photo est vieille, a essayé ma mère, cherchant une excuse. Je n'ai pas cligné des yeux. Non, elle ne l'est pas, j'ai regardé les vêtements qu'il portait. Vous portez les mêmes vêtements. Vous avez été pris en flagrant délit de fait. Je les ai regardés tous les deux. Ma voix a commencé à craquer. Vous l'avez laissé une enfant seule dans un lit d'hôpital. Si quelque chose était arrivé à Riley, qui aurait été responsable? Vous ne méritez pas d'être ses grands-parents. Cette fois, ma mère ne s'est pas donné la peine de faire semblant. Elle a lancé, sa voix aiguë. Tu es dramatique, Charles. C'est un hôpital. Elle ira bien, mais l'anniversaire de John c'est une fois par an. Je me suis figé. Ces mots précis les mêmes qu'elle avait prononcés il y a 5 ans. Elle n'avait pas fini. Elle a continué. On t'a aidé, et au lieu d'être reconnaissant, tu nous jettes la faute. Ne nous demande plus jamais d'aide, tu m'entends? Je les ai regardés droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, ma voix était plus froide que le sol de l'hôpital. Bien. À partir de maintenant, veuillez ne plus me considérer comme votre fils, et oubliez que Riley a jamais existé. Allez vivre avec votre enfant chéri. Mon père, maintenant calme, a souri. Tes mots, pas les nôtres. La tension dans la pièce était suffocante, comme une corde tendue à sa limite. Juste à ce moment-là, l'infirmière est entrée. Elle a froncé les sourcils. Baissez le ton. C'est un hôpital. Avant de sortir, elle s'est retournée et a lancé un regard acéré à mes parents. Oh, et si vous décidez de nouveau d'abandonner un enfant, la prochaine fois, prévenez le personnel. Tous les enfants ne peuvent pas supporter ce genre d'aide. Ils sont partis juste après ça, pas un seul mot d'excuse, pas même un regard en arrière. Je suis resté là à les regarder s'éloigner, la poitrine lourde comme de la pierre, mais au moins la vérité était sortie. Je n'avais pas à faire semblant de croire en quelque chose qui n'avait jamais existé. Une dizaine de minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être qu'un soupçon de culpabilité avait enfin fait son apparition. Mais non, le nom à l'écran disait « Belle-mère ». Appel vidéo. J'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de me calmer, puis j'ai répondu. Charles, j'ai essayé de t'appeler à 19h. Que faisais-tu? Sa voix était douce comme toujours, mais un peu précipitée, inquiète. J'ai répondu lentement. J'avais une réunion avec un client. C'était essentiel. Et Riley. Laisse-moi voir ma douce fille. J'ai hésité quelques secondes seulement. Elle l'a vu, ses yeux se sont remplis d'inquiétude, plus cachés. J'ai avalé difficilement et je lui ai finalement dit la vérité. Riley est à l'hôpital, maman. Elle a une intoxication alimentaire. Elle a halté. Oh mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi ne me le dis-tu que maintenant? Je me suis excusé rapidement. Tu habites si loin, et je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais que tout irait bien. Non, Charles. Je m'envole dès demain matin. N'essaie même pas de m'arrêter. Occupe-toi d'elle ce soir, d'accord? J'ai hoché la tête, retenant difficilement les larmes. Juste ces quelques mots, mais ils m'ont donné l'impression que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas entièrement seul dans ce monde. Elle a raccroché. L'écran s'est éteint, me laissant dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée. J'ai regardé Riley, dormant toujours paisiblement. Son visage avait l'air un peu moins pâle qu'avant. Au moins, elle avait encore une grand-mère qui l'aimait vraiment. Ma belle-mère, Grace, est une femme très spéciale pour Riley, ma fille. Elle n'est pas seulement une grand-mère, elle est comme une seconde mère. Ma femme est décédée lorsque Riley n'avait que 6 mois. Une maladie rare soudaine, brutale s'est abattue comme une tempête et a tout emporté. Aussi dévastée que nous l'étions tous, Grace a été celle qui a tenu bon. Elle n'a jamais maudit le destin, n'a jamais cherché un coupable. Elle a simplement porté son chagrin silencieusement et a continué à avancer pour sa petite fille. Après la mort de ma femme, mes parents ne sont jamais venus voir Riley. Je n'ai jamais appelé pour prendre des nouvelles, jamais demandé si nous allions bien. Ils n'étaient là pour aucun moment difficile. Mais Grace, où elle est restée. Elle habitait à 2000 km, ce n'est pas exactement un trajet rapide, mais elle a mis sa vie en suspens, a tout laissé derrière elle,
et est venue vivre avec moi pendant toute une année pour m'aider à élever Riley. Une fois que Riley est devenue plus indépendante, Grace est finalement retournée chez elle, mais elle a tenu sa promesse à sa petite fille. Tous les 2 mois, sans faute, elle venait la visiter, et elle l'a toujours fait. Riley lui est incroyablement attaché. Elle parle de sa grand-mère tous les soirs avant de se coucher, et chaque fois que nous déposons Grace à l'aéroport, elle pleure. Souvent, Riley lui prenait la main et la suppliait, « Grand-mère, peux-tu venir vivre avec moi pour toujours ?» Mais Grace lui caressait la tête et souriait. « Je suis une vieille dame, ma chérie. J'ai l'habitude de mon petit coin de monde, mais je t'aime tellement, tellement. Tu le sais, n'est-ce pas ? » Je comprends. Elle est profondément enracinée dans sa maison, la vieille maison qu'elle partageait autrefois avec son mari, où chaque mur renferme un morceau de l'histoire de leur famille. Pourtant, au fond, j'ai toujours souhaité qu'elle dise oui ou non, pas parce que j'ai besoin d'aide, mais parce que Riley a besoin d'elle. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à faire un appel vidéo à ma belle-mère pour la tenir au courant de l'état de Riley, mon téléphone a vibré de façon inattendue. C'était Monsieur William Carter, le partenaire commercial de Londres, celui avec qui j'avais signé le contrat la veille. J'ai décroché. Sa voix était calme et posée, comme toujours. « Charles, je suis dans le hall de l'hôpital. Serait-il possible que je vienne voir votre fille un instant ?» J'étais un peu pris au dépourvu. Il n'avait aucune raison d'être là, il n'y avait aucune obligation. Mais j'ai répondu, « Bien sûr, monsieur. Merci d'être venu. » Quelques minutes plus tard, Monsieur William est entré, tenant un petit sac en papier. À l'intérieur se trouvait une bande dessinée et un coffret de peinture aquarelle simple, mais attentionné. Riley dormait toujours. Je lui ai fait signe de s'asseoir sur la chaise à côté de moi. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste regardé Riley doucement et a dit, « Je sais que hier soir n'a pas été facile pour vous, mais rappelez-vous, le travail peut toujours être réorganisé, la famille ne le peut pas. » J'ai hoché légèrement la tête, reconnaissant, même si je n'ai pas dit grand-chose. Avant de partir, il a posé le sac cadeau sur la table de chevet. « Quand elle se réveillera, dis-lui que c'est d'un ami de son père. » Puis il m'a serré la main. « Je ne suis pas ici en tant que partenaire commercial aujourd'hui, juste en tant que père. » Et sur ce, il est parti rapidement, gracieusement, précisément comme il s'était comporté depuis le début. Je suis resté là un instant, me sentant plus léger, non pas à cause du cadeau, ni même des paroles aimables, mais parce que dans un monde qui semble souvent précipité et froid, certains savent encore comment mettre les bonnes choses au bon endroit. Après le départ de Monsieur William, à 10 heures, ma belle-mère, Grace, est arrivée à l'hôpital. La première chose qu'elle a dite n'était pas une plainte ou une réprimande, c'était ceci, « Charles, rentre chez toi et repose-toi. Je sais que tu as passé toute la nuit debout. » J'ai été pris de court un instant, puis j'ai hoché la tête. C'est simplement ce qu'elle est toujours attentionnée d'une manière qui vous enlève un poids des épaules, et non qui vous en ajoute. Riley s'était déjà réveillé vers 8 heures ce matin-là. Après une journée de sommeil presque complète grâce aux médicaments et à l'épuisement, elle pouvait à nouveau sourire et parler. Encore faible, mais son esprit était revenu. Je ne lui avais pas dit que sa grand-mère allait venir, je voulais que ce soit une surprise. Alors, lorsque la porte s'ouvrit et que cette silhouette familière entra, les yeux de Riley s'illuminèrent instantanément. « Grand-mère !» cria-t-elle, sa voix brisée de joie. Elle se jeta dans les bras de Grace, si petite, si fragile, comme un petit flocon de coton, mais ses yeux brillaient comme le soleil du matin. Grace la serra fort contre elle, la joue contre celle de Riley, comme si tous les mois passés loin n'avaient pas terni la moindre fraction de l'amour qu'elle portait. Au cours de la semaine suivante, sous ses soins doux et dévoués, Riley s'est rétablie plus vite que je ne l'aurais jamais espéré. Le week-end, le médecin a dit qu'elle était suffisamment rétablie pour être sortie. Alors que je sortais Riley de l'hôpital, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. J'avais l'impression de sortir d'un cauchemar. Et s'il y a une chose dont je suis le plus reconnaissant dans tout cela, c'est la présence de Grace, la femme qui est intervenue discrètement là où ma femme avait laissé et a continué d'être une mère pour moi et ma fille. Lorsque Riley fut complètement rétablie et que nous fûmes enfin rentrés à la maison, je sus qu'il était temps de prendre une grande décision. Un soir, après l'avoir couchée, je me suis assis à côté de Grace, la seule personne qui était restée à mes côtés tout au long de cette épreuve. Je l'ai regardée et j'ai parlé lentement, mais avec certitude, « Maman, puis-je te parler de quelque chose ?» Elle a hoché la tête, calme comme toujours. Je pensais, « Envisagerais-tu de venir vivre avec nous ?»
Non pas parce que j'ai besoin d'aide, mais parce qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin d'une vraie grand-mère, quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qu'elle aime, quelqu'un qu'elle peut appeler de la famille. Elle m'a regardé longtemps, puis, sans rien dire, elle a hoché la tête. Pas d'hésitation, pas besoin d'y réfléchir. Alors je resterai, a-t-elle dit. À partir de ce jour-là, Grace est devenue la source de force la plus importante pour Riley et moi. Elle cuisinait pour nous, allait chercher Riley à l'école, s'occupait d'elle lorsque j'étais occupé, et surtout, elle comblait les vides émotionnels qu'un père célibataire ne pouvait pas atteindre. Notre petite maison, autrefois froide et silencieuse, s'est lentement réchauffée. Il y avait des rires, des histoires au coucher, et l'odeur de biscuits fraîchement sortis du four tous les week-ends. Depuis ce soir-là, mes parents ne m'ont plus jamais contacté, et je ne l'ai pas fait non plus. Pas de texto, pas d'appel. Je ne les ai pas cherchés, je n'ai rien demandé. Pour moi, ils sont sortis de ma vie au moment où ils ont laissé Riley seul à l'hôpital pour fêter l'anniversaire de leur plus jeune fils. Je ne les ai pas, j'ai juste fermé cette porte. La vie a continué tranquillement jusqu'à environ 1 an plus tard. Ce jour-là, je nettoyais le débarras pour le transformer en espace d'étude pour Riley. En triant de vieilles boîtes, j'en ai trouvé une poussiéreuse et oubliée. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de mon enfance, des cartes d'anniversaire, de petits dessins maladroits, et un vieux album photo. Je me suis assis par terre et j'ai feuilleté les pages. Il y avait une photo de ma mère me tenant lors d'une visite chez le médecin, son visage était rempli d'inquiétude, mais elle essayait de sourire pour me réconforter. Une autre photo d'elle me chantant pour m'endormir, sa main reposant sur ma poitrine, ses lèvres chuchotant une berceuse. Quelques pages contenaient des poèmes amusants qu'elle avait écrits de sa propre main, avec une note, pour le mur de la chambre de mon fils. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais je me souviens d'une chose, chaque photo, chaque souvenir, s'arrêtait lorsque j'ai eu 5 ans. C'est l'année où mon jeune frère, John, est né. À partir de cette page, l'album a changé, il n'y avait plus que maman et John, anniversaire, sortie au parc, pique-nique, vacances et moi, disparu, comme si j'avais disparu de la famille. Je suis resté assis là, tenant ce livre décoloré, ma prise se resserrant. L'amour que ma mère m'avait autrefois donné, il était réel, mais à un moment donné, pour une raison quelconque, il a disparu, et un jour je suis devenu un étranger dans ma propre famille. 5 ans se sont écoulés, et je ne les ai pas cherchés une seule fois. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles. J'ai choisi de vivre ma propre vie, une vie qui n'incluait plus les personnes qui avaient autrefois abandonné ma fille dans un lit d'hôpital. Mais le plus étrange, c'est que même si je ne les ai jamais cherchées, les nouvelles à leur sujet ont toujours fini par me parvenir, parfois par un cousin mentionnant au passage un dîner de famille chez grand-mère, parfois un vieux voisin passant par là, disant « J'ai croisé ta mère à l'épicerie l'autre jour. » Elle avait l'air un peu fatiguée. Nous habitions à moins de 10 miles de distance, et pourtant, pendant toutes ces années, nous ne nous sommes jamais croisés. Je ne les ai jamais évitées, elles ne sont jamais venues, et je n'avais aucune raison de revenir. Et John, mon jeune frère, la star de cette grande fête d'anniversaire, vivant toujours chez mes parents, continue de dilapider son argent comme si le temps n'existait pas. Il gardait un emploi pendant quelques mois, puis démissionnait dépensant son argent en jeux, en voitures modifiées, et un tas de bêtises. Mais pour ma mère, il restait impeccable, son garçon d'or. Il essaie juste de trouver sa voie, disait-elle chaque fois que quelqu'un demandait pourquoi John n'avait pas encore trouvé un emploi stable. Et moi? Je n'ai jamais eu ce genre de grâce. Je n'ai jamais eu l'espace pour trouver ma voie. Je n'ai jamais eu la permission d'échouer. J'ai dû trouver la bonne voie par moi-même, car si je ne l'avais pas fait, il ne resterait personne pour moi et ma fille. Il y a environ 1 mois, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu tard un après-midi après le travail. J'ai presque ne pas décroché, les numéros inconnus apportent rarement quelque chose de bon. Mais pour une raison quelconque, cette fois-ci j'ai répondu. Une voix de femme a retenti, calme mais profonde, « Bonjour, monsieur Charles. Je suis la médecin traitante de votre mère. Elle a été admise à l'hôpital cet après-midi. Elle a des complications liées à la pression artérielle et aux problèmes cardiaques. Elle nous a demandé de vous appeler. Elle veut que vous veniez. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis là en silence pendant quelques secondes, puis j'ai raccroché. Non pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que je ne savais vraiment pas comment répondre à quelqu'un qui avait autrefois abandonné sa petite fille dans une salle d'hôpital pour aller à une fête d'anniversaire. Je suis resté assis, le téléphone toujours à la main.
Mes yeux se sont portés inconsciemment sur le coin de la cuisine où Riley était assise, peignant avec son matériel d'aquarelle. Grace était assise à côté d'elle, réparant un vieux ours en peluche, discutant avec sa petite fille comme si c'était le travail le plus important du monde. Cette scène simple silencieuse, sans prétention, c'était tout ce que j'avais choisi de protéger pendant les 5 dernières années. Et je savais que certaines portes, une fois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. Le plus amer dans tout cela, c'est que ma mère était alitée dans le même hôpital, la même chambre, le même couloir, le même endroit où elle avait autrefois laissé sa petite fille seule pour pouvoir fêter l'anniversaire de son plus jeune fils. Je me suis arrêté devant la chambre d'hôpital, regardant à travers la vitre. Elle était allongée là, silencieuse, une infirmière lui ajustait sa perfusion, la lumière tamisée projetant des ombres douces sur les épaules fragiles de la femme qui était autrefois ma mère. Je ne suis pas entré tout de suite. Dans le couloir, j'ai rencontré mon père de façon inattendue. Il était assis là, les yeux creux, serrant une tasse de café qui était depuis longtemps froide. John n'était pas là. Après s'être endetté à cause de dépenses imprudentes et d'investissements ratés, il avait disparu, personne ne savait où il était. Mon père s'est levé dès qu'il m'a vu. Sa voix était rauque. « Charles, peux-tu aider un peu ? La dette de June, elle est presque de $100 000. Je l'ai regardé, pensant que ça devait être une blague, mais son visage était extrêmement sérieux. Tu as une maison, ai-je dit sèchement, vends-la, paie la dette. Quant à moi, je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps. Il est resté silencieux un instant, puis il a essayé à nouveau, plus doucement cette fois, si ce n'est pas pour John, au moins viens voir ta mère. Elle ne va pas bien. Je suis resté silencieux, puis, après quelques secondes, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans la chambre. Elle était allongée là, la tête légèrement inclinée sur le côté, les yeux à moitié fermés. Quand elle a entendu la porte, elle s'est retournée et m'a vu. Elle a éclaté en sanglots. Sa voix tremblait. « Charles, tu es venu. Comment va Riley ? Va-t-elle bien ?» Je l'ai regardée, les yeux vides. Elle va bien. Morte. Morte depuis le jour où tu l'as laissée seule dans cette salle d'hôpital pour aller manger un gâteau d'anniversaire avec John. Son visage est devenu pâle, des larmes ont coulé sur ses joues, trempant l'oreiller. Je suis désolé. Désolé. J'avais tort, Charles. Je suis tellement désolé. J'ai secoué la tête, ma voix ferme. Tu avais 5 ans pour dire ça, mais tu as choisi le silence. Maintenant, il est trop tard. Elle s'est agrippée au drap, sa voix à peine un murmure. Veux-tu rester, quelques jours ? Prendre soin de moi. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai répété les mots mêmes qu'elle m'avait autrefois adressés, elle ira bien. Mais l'anniversaire de John, c'est une fois par an. Puis j'ai ajouté, comme un verdict final, tu iras bien, toi aussi. Je me suis retourné et je suis sorti. Avant de quitter l'hôpital, je me suis arrêté dans la salle d'attente. J'ai sorti mon téléphone, j'ai transféré $5 000 sur le compte de mon père. C'est tout ce que j'ai. Utilise-le sagement. Puis je suis sorti dans le froid. Le vent m'a caressé les épaules, mais j'ai gardé la tête haute. En rentrant à la maison, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai accroché mon manteau, comme toujours. La chaleur de la maison m'a accueilli avec l'odeur de biscuits fraîchement sortis du four et les doux rires venant de la cuisine. Riley, maintenant âgée de 10 ans, était assise à la table, en train de colorier un dessin. C'était un dessin de 3 personnes, elle, moi et Grace aux 3 visages ronds, les cheveux flottants, les mains jointes. Je me suis approché et lui ai doucement ébouriffé les cheveux. « Où es-tu allé, papa ? Pourquoi rentres-tu si tard ?» m'a-t-elle demandé, levant les yeux avec ses yeux étincelants. Je suis passé un peu à l'hôpital. Elle a posé son crayon et a incliné la tête. L'hôpital ? Qui est malade, papa ? J'ai hésité. Ta grand-mère, ton autre grand-mère. Elle est à l'hôpital. Je suis juste allé prendre de ses nouvelles. Riley a froncé les sourcils, puis a posé une question qui m'a déchiré comme une lame enveloppée d'innocence. Qui est grand-mère ? Je me suis figé. Elle ne s'en souvenait vraiment pas. Son souvenir de cette femme s'était arrêté à l'âge de 5 ans, la nuit où elle avait été laissée seule dans cette froide salle d'hôpital. Aucune image, aucun sentiment, juste un espace vide et sans nom. J'ai serré sa petite main et j'ai esquissé un triste petit sourire. Juste quelqu'un que papa connaissait. Elle a hoché la tête et est retournée à son coloriage, sans rien demander d'autre.
Et je suis resté assis là en silence, non pas avec de la culpabilité, ni avec des regrets, mais avec le poids silencieux d'une vérité avec laquelle je pouvais enfin vivre. Quelques jours plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt non pas de ma mère, mais d'une poignée de parents, de personnes qui ne m'avaient presque jamais adressé la parole toutes ces années. Ils ont appelé, ils ont envoyé des textos non pas pour demander ce qui s'était passé, ni pour comprendre, mais pour blâmer, pour juger. Comment peux-tu être si froid, Charles? Ta mère est gravement malade, et tu lui tournes le dos. Tu es humain, n'est-ce pas? N'as-tu pas de cœur? Un message est arrivé comme un coup final, même un chien sait être reconnaissant. Qu'est-ce que tu es? J'ai regardé l'écran, lisant chaque mot ni en colère, ni triste, juste silencieux. Je ne les ai pas bloqués, je n'ai pas répondu. Car maintenant, je comprenais quelque chose de très clair, aucun d'eux n'a vécu ma vie, aucun d'eux n'a porté la douleur que j'ai portée, et aucun d'eux n'avait le droit de juger une blessure pour laquelle ils n'ont jamais eu à saigner. J'ai toujours dit aux gens que je m'en fichais, que tout était fini depuis longtemps. Mais il y a une chose que je n'ai jamais partagée, tous les jours, à la même heure silencieuse, j'appelais discrètement l'hôpital pour demander comment elle allait. Aucun nom, aucun numéro de rappel, juste une voix familière posant quelques questions. Et la semaine dernière, j'ai appris qu'elle avait été sortie, son état s'était stabilisé. Je ne suis pas allé la voir, je n'ai pas appelé. Mais lorsque j'ai raccroché le téléphone ce jour-là, j'ai poussé un soupir silencieux que je ne m'étais même pas rendu compte de retenir. Car quoi qu'il se soit passé, il fut un temps où je l'appelais maman. Et avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, mes chers téléspectateurs qui m'avaient suivi jusqu'à présent, avais-je tort de tourner le dos à la personne même qui m'a donné la vie? Avais-je tort de choisir de ne pas réparer ce qui était brisé après tout ce qu'ils avaient fait? Je ne cherche pas la pitié, je n'ai besoin de personne pour prendre mon parti. Mais si vous avez quelque chose à dire, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Et si l'histoire a signifié quelque chose pour vous, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à raconter des histoires honnêtes, des histoires de douleur, de guérison, et du lâcher-prise qui doit parfois arriver. À bientôt pour l'histoire suivante.